Elle vivait parmi des capsules de bouteilles et des cartes de rêve, mais portait dans son cœur un courage plus grand que toute la ville. Cette nuit-là, elle monta un immeuble en flammes, les pieds sur le béton et le cœur en feu. Ce qui semblait être un sauvetage improbable devint la retrouvaille d'une fille invisible avec un père puissant et absent. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, en continuant. Au bord de la Seine, dans un bidonville caché derrière les façades élégantes du 13e arrondissement de Paris, vivait une petite fille de 7 ans nommée Élodie Lefebvre. Sa maison n'était qu'une cabane fragile, construite avec des planches récupérées et des bâches en plastique. Mais pour elle, c'était un royaume d'imagination. Élodie partageait ce refuge précaire avec sa grand-mère, Mathilde, une femme usée par la vie, dont le corps était ravagé par une maladie qui la consumait jour après jour. Les journées d'Élodie suivaient toujours le même rythme. Chaque matin, elle se réveillait avant l'aube pour aider sa grand-mère à préparer des confiseries artisanales à base de fruits sauvages qu'elle cueillait dans les parcs environnants. Des confitures de mûres, des pastilles au sureau, des bonbons à la rose sauvage, de petites douceurs qu'elle vendait ensuite aux passants sur les quais de la Seine, près de Notre-Dame. « Tu as le don, ma petite », murmurait souvent Mathilde, en observant sa petite fille mélanger les ingrédients avec précision. « Tu transformes ce que la nature nous offre gratuitement en trésor. C'est un talent rare. » Élodie hochait la tête, concentrée sur sa tâche, ses petites mains travaillant avec la dextérité d'une artisane expérimentée. Elle ne comprenait pas encore la valeur de ce compliment, trop préoccupée par la survie quotidienne. L'argent qu'elle gagnait suffisait à peine pour les médicaments de sa grand-mère et quelques nécessités basiques. Mais ce qui distinguait vraiment Élodie, c'était sa passion pour les cartes. Non pas les cartes à jouer, mais des cartes de son invention. Avec des capsules de bouteilles colorées récupérées dans les poubelles, des morceaux de papier, de la ficelle et des bouts de tissu, elle créait des cartographies imaginaires. Sur chaque carte, des itinéraires sinueux menaient à des trésors symboliques qu'elle seule pouvait interpréter. « Ça, c'est le chemin vers la maison des rêves », expliquait-elle à sa grand-mère en montrant une ligne de capsules bleues. « Et ici, c'est l'endroit où les gens ne sont plus jamais malades. » Un cercle de capsules rouges entourait un petit dessin représentant un soleil. Mathilde caressait les cheveux de sa petite fille avec tendresse. « Un jour, Élodie, tu trouveras ces trésors pour de vrai. » La vieille femme n'avait jamais révélé à Élodie le secret de sa naissance. Comment aurait-elle pu expliquer à une enfant si jeune que sa mère, Sophie, l'unique fille de Mathilde, avait disparu après l'avoir mise au monde? Comment lui dire que son père n'avait jamais su qu'elle existait? C'était un fardeau trop lourd pour de si petites épaules. Alors Mathilde gardait le silence, espérant que le temps lui offrirait une occasion de révéler la vérité avant que sa maladie ne l'emporte. Le soir, après avoir vendu leur confiserie, Élodie et Mathilde rentrèrent dans leur cabane. La petite fille aidait sa grand-mère à s'installer confortablement sur leur unique matelas, puis allumait une bougie. À la lueur vacillante, Mathilde racontait des histoires de sa jeunesse, du temps où elle travaillait comme femme de chambre dans les grands hôtels parisiens. « J'ai vu des princesses, des hommes d'affaires du monde entier, des artistes célèbres, » racontait-elle, ses yeux brillants de souvenirs. « Un jour, j'ai même fait le lit d'une star de cinéma américaine. » Élodie écoutait, fascinée, imaginant ces mondes inaccessibles. Parfois, quand sa grand-mère s'endormait, épuisée par la douleur, la petite fille sortait discrètement de leur cabane et grimpait sur une petite colline d'où elle pouvait observer les lumières de Paris. Les immeubles haussmanniens, la tour Eiffel illuminée, les fenêtres des appartements luxueux qui brillaient comme des étoiles terrestres. Son regard s'attardait souvent sur une tour moderne qui dominait le quartier de la Défense, visible même depuis leur bidonville. C'était le siège de Beaumont Industries, l'une des plus grandes entreprises françaises. Élodie ne connaissait pas le nom de cette tour, mais elle l'avait intégrée dans plusieurs de ses cartes, représentée par une pile de capsules argentées. Dans son imagination, c'était un château de cristal où vivaient des gens qui ne connaissaient ni la faim ni le froid. Ce qu'Élodie ignorait, c'est que le propriétaire de cette tour, Gabriel Beaumont, un homme de 50 ans dont la fortune se comptait en milliards, vivait seul au sommet de l'édifice, dans un penthouse aussi vaste que vide. Gabriel avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais sa vie était dénuée de chaleur humaine. Divorcé 2 fois, sans enfant, il avait construit un empire financier au prix de ses relations personnelles. Chaque soir, Gabriel contemplait Paris depuis sa terrasse privée, un verre de cognac à la main,
aussi isolée dans sa richesse qu'Élodie l'était dans sa pauvreté. Parfois, son regard se perdait vers le sud de la ville, là où se trouvait, sans qu'il le sache, une petite fille qui partageait son sang. Un dimanche de septembre, alors que l'automne commençait à teinter les arbres de Paris, Mathilde eut une quinte de toux particulièrement violente. Du sang tacha son mouchoir usé et Élodie sentit la peur lui nouer l'estomac. « Ce n'est rien, ma chérie », murmura Mathilde en essayant de sourire, « juste la poussière. » Mais Élodie n'était pas dupe. À 7 ans, elle avait déjà appris à lire les signes de la maladie, à reconnaître quand sa grand-mère mentait pour la protéger. Ce jour-là, elles ne purent pas aller vendre leur confiserie. Mathilde resta allongée, la respiration sifflante, tandis qu'Élodie appliquait des compresses d'eau fraîche sur son front brûlant. À la tombée de la nuit, la fièvre de Mathilde n'avait pas baissé. Élodie fouilla dans leur boîte à médicaments, mais le flacon de pilules que le médecin de l'association caritative leur avait donné était vide. « Grand-mère, je dois aller chercher tes médicaments », décida Élodie, enfilant son pull rapiécé. « Non, c'est trop dangereux la nuit », protesta faiblement Mathilde. « Je serai rapide comme l'éclair », promit la petite fille, en embrassant le front moite de sa grand-mère. « Tu ne verras même pas que je suis partie. » Avant que Mathilde puisse l'en empêcher, Élodie avait glissé dans sa poche une de ses cartes préférées, celle qui, selon elle, menait à la guérison, et s'était faufilée dehors. Les rues de Paris la nuit n'étaient pas un endroit pour une enfant, surtout une aussi petite et vulnérable qu'Élodie. Mais la détermination qui brillait dans ses yeux aurait fait reculer même les ombres les plus menaçantes. Son plan était simple, se rendre à la pharmacie de garde la plus proche et supplier le pharmacien de lui faire crédit. Ce n'était pas la première fois qu'elle le faisait, et M. Laurent, le vieux pharmacien au cœur tendre, n'avait jamais eu le courage de refuser des médicaments à cet enfant aux yeux trop sérieux pour son âge. Élodie marchait d'un pas rapide, serrant contre elle le petit panier en osier qui contenait 3 pots de confiture, la monnaie d'échange, au cas où les supplications ne suffiraient pas. La ville semblait différente la nuit, plus vaste et plus intimidante, mais aussi plus magique. Les lumières se reflétaient dans la Seine, créant des constellations liquides qui fascinaient la petite fille. Alors qu'elle traversait un pont, son regard fut attiré par une lueur inhabituelle qui provenait d'un immeuble luxueux sur la rive gauche. Ce n'était pas la lumière douce des appartements, mais quelque chose de plus vif, de plus inquiétant. Élodie s'arrêta, intriguée. L'immeuble en question était l'un de ceux qu'elle admirait souvent de loin, avec ses balcons en fer forgé et ses grandes fenêtres. Soudain, elle comprit. C'était un incendie. Des flammes dansaient derrière les fenêtres d'un des étages supérieurs et une fumée noire commençait à s'échapper. Les passants s'arrêtaient, pointèrent du doigt. Certains sortaient leur téléphone pour filmer, d'autres appelèrent les secours. Mais personne ne semblait faire quoi que ce soit pour aider. Élodie resta figée un instant, partagée entre la peur et une étrange fascination. Puis elle entendit un cri qui venait de l'appartement en feu. Quelqu'un était piégé là-haut. Sans réfléchir, Élodie déposa son panier sur le sol et courut vers l'immeuble. L'entrée principale était verrouillée, mais elle repéra une structure métallique sur le côté, l'échafaudage d'un chantier de ravalement de façade. Avec l'agilité d'un chat, elle commença à grimper, ses petites mains s'agrippant aux barres de métal, ses pieds nus trouvant des appuis là où des adultes n'en auraient pas vu. La foule en bas s'agrandissait, attirée par le spectacle macabre des flammes qui dévoraient maintenant tout l'étage. Des murmures d'effroi s'élevèrent lorsque quelqu'un aperçut une silhouette minuscule escaladant l'échafaudage. Certains pointèrent leur téléphone vers elle, d'autres crièrent à l'enfant de redescendre immédiatement. « C'est de la folie !» s'exclama une femme en manteau de fourrure. « Où sont ses parents ?» Mais Élodie n'entendait rien. Concentrée sur chaque mouvement, elle montait méthodiquement. La chaleur devenait plus intense à mesure qu'elle s'approchait de l'étage en feu et la fumée commençait à lui piquer les yeux. Pourtant, elle continuait. Dans son esprit d'enfant, sauver une vie était plus important que sa propre sécurité. N'était-ce pas ce que sa grand-mère lui répétait souvent? Notre richesse, c'est ce que nous donnons aux autres. Arrivée au niveau du 6e étage, là où l'incendie faisait rage, Élodie se déplaça latéralement sur l'échafaudage jusqu'à atteindre un balcon adjacent à l'appartement en flammes. D'un bond agile, elle sauta par-dessus la balustrade et se retrouva sur le balcon. À travers la vitre, elle pouvait voir l'intérieur de l'appartement envahi par les flammes et la fumée. Le cri qu'elle avait entendu se répéta, plus faible cette fois. Il venait de la pièce voisine. Élodie regarda autour d'elle et aperçut une barre métallique qui servait à maintenir un store. Avec une force née du désespoir,
Elle l'arracha et s'en servit pour briser la vitre de la porte-fenêtre. Le bruit du verre qui se brise attira l'attention de quelques pompiers qui venèrent d'arriver sur les lieux. Ils pointèrent leurs projecteurs vers le balcon et virent avec horreur une petite silhouette s'engouffrer dans l'appartement en feu. À l'intérieur, la chaleur était insupportable. Élodie se baissa pour éviter le plus gros de la fumée et avança en rampant vers la source du cri. Elle traversa un salon luxueux où des œuvres d'art modernes côtoyaient des meubles de designer, tous voués à disparaître sous les flammes. Finalement, elle atteignit une chambre moins touchée par l'incendie, mais envahie par la fumée. Sur le sol, près du lit, gisait un homme en costume. Il était inconscient, son visage couvert de suie, mais sa poitrine se soulevait faiblement, signe qu'il respirait encore. Élodie ne perdit pas de temps. Elle s'approcha de l'homme et tenta de le secouer. « Monsieur, monsieur, réveillez-vous » Mais l'homme ne réagit pas. Comprenant qu'elle devrait le tirer hors de là par ses propres moyens, Élodie saisit ses bras et commença à le traîner vers la sortie. Il était incroyablement lourd pour ses petits bras, mais l'adrénaline lui donnait une force surhumaine. Centimètre par centimètre, elle tirait l'homme inconscient à travers l'appartement. Ses poumons brûlaient, ses yeux pleuraient à cause de la fumée, mais elle refusait d'abandonner. Quand ils atteignirent enfin le balcon, Élodie était au bout de ses forces. Par chance, les pompiers avaient eu le temps de déployer leur grande échelle jusqu'au balcon. 2 d'entre eux, équipés de masques à oxygène, s'élancèrent pour prendre le relais. Ils s'emparèrent de l'homme inconscient et aidèrent Élodie à descendre en sécurité. Une fois au sol, la petite fille fut immédiatement entourée de médecins urgentistes qui lui placèrent un masque à oxygène sur le visage. Elle voulut protester, inquiète pour son panier de confiture laissé sur le pont, mais l'épuisement la submergea et elle se laissa faire. À quelques mètres de là, d'autres médecins s'affairaient autour de l'homme qu'elle venait de sauver. Il reprenait lentement conscience, toussant et crachant de la fumée. « Où suis-je » murmura-t-il d'une voix rauque. « Vous êtes en sécurité, monsieur Beaumont » répondit un pompier. « Vous avez été sauvé de l'incendie dans votre appartement. »« Sauvé ? Par qui ?» Le pompier pointa du doigt la petite silhouette d'Élodie assise à l'arrière d'une ambulance, un masque à oxygène sur le visage. « Par cette petite fille, monsieur. Elle a escaladé l'échafaudage et vous a traîné jusqu'au balcon. Un vrai miracle. » Gabriel Beaumont, car c'était bien lui, le milliardaire propriétaire de Beaumont Industries, resta silencieux, trop choqué pour répondre. Son regard ne quittait pas l'enfant aux vêtements usés et aux pieds nus noircis par la suie. Pendant ce temps, les témoins de la scène avaient déjà partagé des vidéos de l'incroyable sauvetage sur les réseaux sociaux. Le hashtag « La petite héroïne » commençait à apparaître sur Twitter, accompagné de séquences montrant Élodie escaladant l'immeuble, puis traînant un homme 2 fois plus grand qu'elle. La France s'éveillait à l'histoire d'une enfant des rues qui avait risqué sa vie pour sauver l'un des hommes les plus riches du pays. Parmi les spectateurs se trouvait Juliette Mercier, une journaliste de TF1 qui revenait d'un dîner dans le quartier. Flairant le potentiel de cette histoire, elle s'approcha des ambulanciers qui s'occupaient d'Élodie. « Comment t'appelles-tu, ma petite » demanda-t-elle doucement. Élodie hésita, peu habituée à ce qu'on s'intéresse à elle. « Élodie » répondit-elle finalement. « Élodie Lefebvre. »« Et dis-moi, Élodie, pourquoi as-tu risqué ta vie pour sauver cet homme? Tu le connaissais » La petite fille secoua la tête. « Non, madame. Mais j'ai entendu quelqu'un crier, et grand-mère dit toujours qu'il faut aider les gens qui ont besoin d'aide. » Juliette nota la simplicité désarmante de cette réponse. « Et où est ta grand-mère maintenant ?» Le visage d'Élodie s'assombrit soudain. « Oh non, grand-mère !» Elle tenta de se lever. « Je dois y aller. Elle est malade et j'étais parti chercher ses médicaments. » Les ambulanciers l'obligèrent gentiment à se rasseoir. « Tu ne peux pas partir comme ça, ma petite. Tu as inhalé beaucoup de fumée, tu dois rester en observation. »« Mais grand-mère a besoin de ses médicaments, » insista Élodie, des larmes commençant à perler au coin de ses yeux. À ce moment, Gabriel Beaumont s'approcha. Il avait refusé d'être transporté à l'hôpital et avait insisté pour rester sur place. Malgré son costume ruiné et son visage encore marqué par la suie, il dégageait une aura d'autorité naturelle. « Excusez-moi, » dit-il en s'adressant au médecin qui s'occupait d'Élodie. « J'aimerais parler à cet enfant. » Le médecin hésita puis s'écarta pour laisser passer le milliardaire. Gabriel s'accroupit pour se mettre au niveau d'Élodie. « Bonjour Élodie, je m'appelle Gabriel Beaumont. C'est moi que tu as sauvé ce soir. » La petite fille le regarda avec curiosité. « Vous allez bien, monsieur ?» Gabriel sourit, touché par cette préoccupation,
alors que c'était elle qui venait de risquer sa vie. Oui, grâce à toi. Et je te dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Élodie secoua la tête. Vous ne me devez rien, monsieur. Mais si vous pouviez dire au docteur de me laisser partir, ma grand-mère est très malade, et elle attend ses médicaments. Gabriel fut frappé par le désintéressement de cet enfant. Où habite ta grand-mère, Élodie? Dans notre cabane près de la Seine. Ce n'est pas très joli, mais c'est notre maison. Un éclair de détermination passa dans les yeux de Gabriel. Voilà ce que je te propose. Je vais demander à mon médecin personnel d'aller voir ta grand-mère immédiatement. Il lui apportera tous les médicaments dont elle a besoin. Pendant ce temps, tu resteras ici pour être soigné. Dès que les médecins diront que tu vas bien, je te ramènerai moi-même chez ta grand-mère, d'accord? Élodie hésita, méfiante. Dans la rue, on apprenait vite à se méfier des promesses des adultes, mais quelque chose dans le regard de cet homme lui inspirait confiance. « D'accord, dit-elle finalement. Mais vous promettez? Je te le promets, répondit Gabriel avec une solennité qui surprit même Juliette, la journaliste qui observait la scène. Gabriel se releva et sortit son téléphone portable miraculeusement intact. Il composa un numéro et s'éloigna de quelques pas pour parler. Moins de 10 minutes plus tard, son chauffeur et son médecin personnel partaient en direction du bidonville, guidés par les indications précises d'Élodie. Pendant ce temps, les médias commençaient à s'amasser autour du lieu de l'incendie. L'histoire de la petite héroïne qui avait sauvé le célèbre Gabriel Beaumont était trop belle pour être ignorée. Des caméras de télévision étaient braquées sur l'ambulance, où Élodie recevait des soins, et les journalistes tentaient d'obtenir des informations sur cette mystérieuse enfant. Sentant le danger médiatique, Gabriel revint rapidement vers l'ambulance. « Je crois qu'il serait préférable de nous éloigner de tout ce cirque, » dit-il au médecin. « Puis-je l'emmener dans ma résidence secondaire? Mon médecin personnel s'occupera d'elle. » Le médecin des urgences hésita. « Ce n'est pas vraiment la procédure, monsieur Beaumont. Je comprends, mais cet enfant vient de me sauver la vie. Je me porte garant de sa sécurité et de son bien-être. De plus, elle est très inquiète pour sa grand-mère. » Après quelques discussions supplémentaires et plusieurs coups de téléphone à des supérieurs, le médecin finit par céder. Élodie fut autorisée à quitter l'ambulance à condition que le médecin personnel de Gabriel continue à surveiller son état. Une limousine noire aux vitres teintées se fraya un chemin à travers la foule de curieux et de journalistes. Gabriel prit Élodie dans ses bras et l'installa à l'intérieur du véhicule luxueux. La petite fille, épuisée par les événements de la soirée, s'endormit presque immédiatement sur les sièges en cuir moelleux. Tandis que la limousine s'éloignait du lieu de l'incendie, Gabriel contemplait le visage endormi de l'enfant qui lui avait sauvé la vie. Quelque chose dans ses traits lui semblait étrangement familier, mais il mit cette impression sur le compte de l'émotion et du choc. Ce qui devait être une simple nuit d'observation médicale se transforma en une série d'événements qui allaient bouleverser à jamais la vie d'Élodie et de Gabriel. À l'aube, la petite fille se réveilla dans une chambre immense, aux murs couleur crème, allongée sur un lit si grand qu'elle s'y sentait minuscule. Pendant un instant, elle crut rêver. « Bonjour, Élodie », dit une voix douce à côté d'elle. La petite fille tourna la tête et vit une femme en uniforme blanc qui lui souriait gentiment. « Je suis Isabelle, l'infirmière de monsieur Beaumont. Comment te sens-tu ce matin ?» Élodie se redressa brusquement, les souvenirs de la nuit précédente lui revenant en mémoire. « Ma grand-mère, où est ma grand-mère ?»« Calme-toi, » répondit Isabelle en posant une main apaisante sur son épaule. « Ta grand-mère va bien. Le docteur Moreau est avec elle en ce moment même. Monsieur Beaumont a fait installer un lit médicalisé dans votre cabane et a envoyé une infirmière pour rester auprès d'elle jour et nuit. » Les yeux d'Élodie s'écarquillèrent de surprise. « Vraiment? Vraiment ?» confirma une voix masculine depuis la porte de la chambre. Gabriel Beaumont entra, vêtu d'un costume impeccable, l'air plus reposé que la veille, malgré les événements traumatisants. Il s'approcha du lit et sourit à Élodie. « Bonjour, ma jeune héroïne. J'espère que tu as bien dormi. » Élodie hocha la tête, intimidée par ce grand homme et par le luxe qui l'entourait. « Je dois retourner voir grand-mère, » dit-elle d'une petite voix. « Bien sûr, » acquiesça Gabriel, « dès que le docteur Moreau t'aura examiné. Ensuite, nous irons voir ta grand-mère ensemble, si tu veux bien. » L'examen médical révéla qu'Élodie avait inhalé moins de fumée que prévu et qu'elle se remettait remarquablement vite. Après un petit déjeuner copieux, le plus abondant qu'elle ait jamais eu, elle fut conduite par Gabriel dans sa limousine en direction du bidonville. Pendant le trajet, Élodie resta silencieuse, le nez collé à la vitre, observant Paris se réveiller. Elle semblait à la fois fascinée et anxieuse. « Tu sais,
dit Gabriel pour briser le silence. « Ce que tu as fait hier soir était extraordinaire. Très peu d'adultes auraient eu ce courage. » Élodie haussa les épaules. « Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste entendu quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Gabriel fut à nouveau frappé par la simplicité de son raisonnement. La plupart des gens réfléchissent trop, et c'est ce qui les empêche d'agir. Toi, tu as écouté ton cœur. La petite fille tourna son regard vers lui. « Monsieur Beaumont, est-ce que vous êtes riche ?» Gabriel ne put s'empêcher de rire devant cette question directe. « Oui, Élodie, je suis ce qu'on appelle riche. Alors pourquoi vous avez l'air triste ?» Cette question, posée avec la franchise désarmante de l'enfance, prit Gabriel au dépourvu. « Qu'est-ce qui te fait penser que je suis triste ?»« Vos yeux, » répondit simplement Élodie. « Grand-mère dit que les yeux ne mentent jamais, et les vôtres sont comme ceux des gens qui viennent parfois dans notre quartier pour distribuer des repas. Ils ont tout, mais ils ont l'air d'avoir perdu quelque chose d'important. » Gabriel resta silencieux un moment, touché par cette perspicacité inattendue. « Tu es très observatrice pour ton âge, » dit-il finalement. Lorsqu'ils arrivèrent au bidonville, Gabriel fut confronté à une réalité qu'il connaissait par les statistiques et les rapports, mais qu'il n'avait jamais vraiment vue de ses propres yeux. Des habitations de fortune s'étendaient le long de la Seine, faites de matériaux récupérés, de bâches, de morceaux de tôle. Des enfants aux vêtements usés jouaient entre les flaques d'eau. Des femmes étendèrent du linge sur des cordes improvisées. Des hommes réparèrent des objets cassés. Gabriel suivit Élodie à travers un dédale de ruelles boueuses, conscient des regards méfiants qui le suivaient. Son costume sur mesure et sa présence même criaient étranger dans cet environnement. La cabane de Mathilde et d'Élodie était l'une des plus modestes du bidonville. Pourtant, Gabriel remarqua immédiatement les petites touches qui en faisaient un foyer. Des fleurs sauvages dans une boîte de conserve, des rideaux faits de vieux foulards colorés, des dessins d'enfants épinglés au mur de bois. À l'intérieur, Mathilde était allongée sur le lit médicalisé que Gabriel avait fait installer. Son visage émacié s'illumina lorsqu'elle vit sa petite fille. « Élodie, mon trésor !» s'exclama-t-elle en lui ouvrant les bras. La petite fille se précipita pour l'embrasser, le soulagement évident sur son visage. « Grand-mère, tu vas mieux ?»« Beaucoup mieux grâce à toi et à ce monsieur, » répondit Mathilde en regardant Gabriel avec gratitude. « Le docteur m'a tout raconté. Tu as sauvé cet homme d'un incendie ? Mon Dieu, Élodie, tu aurais pu... » Elle s'interrompit, ne voulant pas évoquer le pire devant l'enfant. Puis son regard croisa celui de Gabriel, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance. Une question silencieuse. « Monsieur Beaumont a été très gentil, » intervint Élodie. « Il a envoyé un docteur pour toi et m'a laissé dormir dans une chambre grande, comme notre cabane entière. » Mathilde sourit faiblement, puis toussa. L'infirmière que Gabriel avait engagée s'approcha immédiatement pour l'aider à boire un peu d'eau. « Madame Lefebvre, » dit Gabriel en s'approchant du lit, « je ne pourrai jamais assez remercier votre petite fille pour ce qu'elle a fait. Elle m'a sauvé la vie au péril de la sienne. » « Élodie a toujours eu plus de courage que de raison, » murmura Mathilde. « Elle tient ça de sa mère. » Une ombre passa sur son visage lorsqu'elle mentionna la mère d'Élodie. Gabriel le remarqua, mais ne dit rien. Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Mathilde. « Je voudrais faire quelque chose pour vous aider. N'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit. » Mathilde prit la carte avec une hésitation visible. « C'est très généreux, mais nous nous débrouillons. » « Grand-mère est fière, » expliqua Élodie à Gabriel. « Elle dit toujours que la dignité est la seule chose que personne ne peut nous prendre. » Gabriel sourit à l'enfant, de plus en plus intrigué par sa maturité. « Ta grand-mère a raison. La dignité est précieuse. Mais accepter de l'aide n'est pas la perdre, surtout quand cette aide est offerte par gratitude et non par pitié. » Pendant qu'il parlait, l'infirmière avait pris discrètement les signes vitaux de Mathilde et examiné son état général. Elle fit signe à Gabriel de la suivre à l'extérieur de la cabane. « Son état est préoccupant, » dit-elle à voix basse une fois dehors. « Le cancer est à un stade avancé. Sans traitement approprié, je crains qu'elle n'ait plus que quelques mois. » Gabriel serra les poings, frustré par cette réalité cruelle. Qu'est-ce qui peut être fait? Elle aurait besoin d'une hospitalisation, de traitements spécialisés, peut-être même d'une opération. Mais même avec tout cela, l'infirmière laissa sa phrase en suspens, son expression grave parlant pour elle. « Organisez tout ce dont elle a besoin, » ordonna Gabriel. « Je couvrirai tous les frais. » L'infirmière hocha la tête et retourna auprès de sa patiente. Gabriel resta un moment dehors, contemplant le contraste saisissant entre les gratte-ciels de la Défense visibles au loin et les cabanes précaires qui l'entouraient. Deux mondes
séparés par quelques kilomètres et un abîme d'inégalité. Lorsqu'il rentra dans la cabane, il trouva Élodie montrant à sa grand-mère l'une de ses cartes faites de capsules colorées. « Et là, c'est le chemin vers la tour où travaille Monsieur Beaumont », expliquait-elle en traçant une ligne de capsules argentées. Gabriel s'approcha, fasciné. « Tu connais ma tour ?» Élodie hocha la tête. « Je la vois tous les soirs depuis la colline. Elle brille comme une étoile. » Élodie adore créer ses cartes, expliqua Mathilde avec un sourire fatigué. Elle dit que ce sont des cartes au trésor, mais je crois que ce sont plutôt des cartes de ses rêves. Gabriel s'accroupit pour mieux examiner la création d'Élodie. C'était un assemblage étonnamment complexe et artistique de capsules, de bouts de ficelle, de morceaux de papier et d'autres objets récupérés. Il fut surpris par le talent qui se dégageait de ce travail d'enfant. « C'est très beau, Élodie, » dit-il sincèrement. « Tu as un vrai don. » La petite fille rougit sous le compliment. « Vous voulez voir les autres ?» Pendant la demi-heure qui suivit, Gabriel fut initié à l'univers imaginaire d'Élodie, à ces cartes qui transformaient la dure réalité en territoire d'espoir et de possibilités. Il fut touché par la façon dont cet enfant, malgré sa pauvreté matérielle, possédait une richesse d'imagination qui faisait défaut à bien des adultes de son entourage. Lorsqu'il fut temps de partir, Gabriel promit de revenir bientôt. Il laissa suffisamment d'argent pour couvrir les besoins immédiats de Mathilde et d'Élodie, ainsi que les coordonnées de son assistant personnel qui serait disponible à toute heure. De retour dans sa limousine, Gabriel ne pouvait s'empêcher de penser à cette petite fille extraordinaire. Quelque chose chez elle le fascinait, au-delà de sa bravoure et de sa créativité. Ce sentiment étrange de familiarité persistait, et plus il y réfléchissait, plus une idée folle commençait à germer dans son esprit. Le lendemain matin, Gabriel reçut un appel du médecin qui avait traité Élodie après l'incendie. « Monsieur Beaumont ?» Docteur Leroux à l'appareil. « Je vous appelle au sujet des analyses sanguines d'Élodie Lefebvre. »« Un problème ?» demanda Gabriel, soudain inquiet. « Non, pas du tout. Sa santé était remarquable étant donné ses conditions de vie. Mais nous avons remarqué quelque chose d'étrange lorsque nous avons comparé ses analyses aux vôtres. » Gabriel sentit son cœur s'accélérer. « Quoi donc ?»« Eh bien, c'est assez inhabituel. Vous et cette petite fille partagez plusieurs marqueurs génétiques rares. La similitude est frappante. En fait, la probabilité statistique suggère fortement un lien de parenté direct. » Un silence s'installa tandis que Gabriel assimilait cette information. « Vous êtes en train de me dire, je ne peux rien affirmer avec certitude sans test plus poussé, » précisa le médecin. « Mais les données dont nous disposons suggèrent une très forte probabilité qu'Élodie Lefebvre soit biologiquement liée à vous. Plus précisément qu'elle pourrait être votre fille. » Le monde de Gabriel s'arrêta de tourner. Sa fille, comment était-ce possible? Il n'avait jamais eu d'enfant, du moins pas à sa connaissance. Et pourtant, cette sensation de familiarité qu'il avait ressentie en regardant Élodie prenait soudain tout son sens. « Docteur, je veux que vous organisiez immédiatement un test ADN complet, avec toutes les précautions de confidentialité nécessaires. »« Bien sûr, Monsieur Beaumont, je m'en occupe personnellement. » Gabriel raccrocha, l'esprit en ébullition. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau, contemplant Paris qui s'étendait à ses pieds. Si Élodie était vraiment sa fille, qui était sa mère? Et comment avait-elle pu garder le secret pendant toutes ces années? Une image floue émergea de sa mémoire. Sophie Lefebvre, une jeune femme qu'il avait rencontrée 8 ans plus tôt lors d'un gala de charité où elle servait au buffet. Ils avaient passé quelques semaines ensemble, une parenthèse enchantée dans sa vie solitaire, puis elle avait disparu sans explication, ne laissant qu'une brève lettre d'adieu. Les jours qui suivirent furent parmi les plus longs de la vie de Gabriel. En attendant les résultats du test ADN, il plongea dans une quête frénétique pour retrouver toute trace de Sophie Lefebvre. Il engagea les meilleurs détectives privés de Paris, remua ciel et terre pour reconstituer le puzzle de cette histoire dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Parallèlement, il multipliait les visites au bidonville, apportant chaque fois des cadeaux pour Élodie, livres, matériel de dessin, vêtements chauds, et s'assurant que Mathilde recevait les meilleurs soins possibles. À chaque visite, il observait la petite fille avec un regard neuf, cherchant dans ses traits, ses gestes, ses expressions, des indices de leur possible lien biologique. « Vous revenez souvent », remarqua Mathilde lors de sa 4e visite en une semaine. « Élodie vous a vraiment fait une forte impression. » Gabriel, qui regardait la petite fille dessinée à quelques mètres de là, se tourna vers la vieille femme. Quelque chose dans son ton suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait.
Madame Lefebvre, commença-t-il avec précaution, puis-je vous poser une question personnelle? Mathilde soutint son regard, une lueur de résignation dans les yeux. Je pense savoir ce que vous allez me demander, monsieur Beaumont. Élodie. Est-elle ma fille? Un long silence s'installa entre eux, ponctué seulement par le bruissement du crayon d'Élodie sur le papier et les bruits distants du bidonville. Sophie était ma fille unique, dit finalement Mathilde d'une voix faible. Elle travaillait comme serveuse pour une société d'événementiel. C'est comme ça qu'elle vous a rencontré lors de ce gala. Gabriel hocha la tête, les souvenirs affluents. Je me souviens d'elle. Elle était lumineuse. Nous avons passé quelques semaines ensemble, puis elle a disparu. Sa lettre disait qu'elle devait partir, que nos mondes étaient trop différents. Elle a découvert qu'elle était enceinte peu après vous avoir quitté, continua Mathilde. Sophie a toujours été fière, comme moi. Elle savait que vous étiez un homme important, avec une vie compliquée. Elle ne voulait pas être celle qui viendrait tout bouleverser avec une grossesse inattendue. Elle aurait dû me le dire, murmura Gabriel, une pointe de colère perçant dans sa voix. J'avais le droit de savoir. Peut-être, concéda Mathilde. Mais Sophie avait ses raisons. Elle voulait élever cet enfant seule, lui donner tout son amour. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Que s'est-il passé? Quand Élodie avait 2 ans, Sophie est partie travailler un matin et n'est jamais revenue. La voix de Mathilde se brisa. La police a retrouvé sa voiture abandonnée près du canal Saint-Martin, mais aucune trace d'elle. L'enquête a été classée sans suite après quelques mois. Depuis, j'élève Élodie du mieux que je peux. Gabriel sentit une douleur sourde l'envahir. Non seulement il découvrait qu'il avait une fille, mais il apprenait aussi que la mère de cet enfant avait disparu dans des circonstances mystérieuses. Élodie sait-elle quelque chose sur son père? Sur moi? Mathilde secoua la tête. Je lui ai seulement dit que son père était quelqu'un de bien, mais qu'il ne savait pas qu'elle existait. Je lui ai promis que je lui raconterais toute l'histoire quand elle serait plus grande. Gabriel regarda à nouveau Élodie, absorbée par son dessin, inconsciente de la conversation qui allait changer sa vie. « Et maintenant » demanda-t-il doucement. « Maintenant, c'est à vous de décider, » répondit Mathilde. « Vous pouvez entrer dans sa vie comme son père, ou rester simplement l'homme qu'elle a sauvé. Je ne vous jugerai pas, quelle que soit votre décision. » Avant que Gabriel ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message du laboratoire. Les résultats du test ADN étaient disponibles. Il s'excusa auprès de Mathilde et sortit pour prendre l'appel en privé. La confirmation fut sans appel. Gabriel Beaumont était, avec une certitude de 99,97%, le père biologique d'Élodie Lefebvre. Lorsqu'il revint dans la cabane, son visage avait changé. Une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Il s'approcha d'Élodie et s'accroupit près d'elle. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il doucement. Élodie lui montra son dessin, une représentation naïve mais touchante de la tour Beaumont, avec un petit personnage au sommet qui regardait vers le bidonville. « C'est vous » expliqua-t-elle en pointant la figure solitaire. « Vous regardez vers nous parce que vous vous sentez seul là-haut. » Gabriel fut frappé par cette intuition enfantine qui touchait si juste. « Tu sais, Élodie, parfois la solitude nous fait faire des choix que nous regrettons ensuite. »« Comme quoi ?» demanda la petite fille, curieuse. « Comme ne pas chercher les personnes qui pourraient être importantes pour nous. » Il hésita, puis ajouta « Élodie, aimerais-tu venir visiter ma tour un jour ?» Les yeux de l'enfant s'illuminèrent. « Vraiment? Je pourrais voir comment c'est à l'intérieur ?»« Bien sûr. En fait, si ta grand-mère est d'accord, j'aimerais vous inviter toutes les deux à passer quelques jours chez moi. Ma maison est grande, et je pense que ce serait plus confortable pour Mathilde pendant son traitement. » Élodie se tourna vers sa grand-mère, pleine d'espoir. Mathilde observa Gabriel longuement, puis hocha la tête, comprenant ce que cette invitation signifiait vraiment, le début d'une nouvelle vie pour sa petite fille. 2 jours plus tard, une ambulance médicalisée transportait Mathilde jusqu'à la résidence de Gabriel, dans le 16e arrondissement, tandis qu'Élodie voyageait avec lui dans sa limousine. La petite fille avait emballé ses trésors les plus précieux dans un sac à dos usé, ses cartes en capsule, quelques vêtements et une photo écornée de sa mère. La maison de Gabriel était une élégante demeure haussmannienne donnant sur le bois de Boulogne. En entrant, Élodie resta bouche bée devant les hauts plafonds ornés de moulures, les tableaux de maîtres accrochés au mur, les tapis persans et les meubles anciens. « C'est comme un château » murmura-t-elle intimidée. « C'est juste une maison » répondit Gabriel en souriant. « Mais elle est trop grande pour une seule personne. Elle attendait peut-être d'autres habitants. » Il lui fit visiter les lieux, s'arrêtant finalement devant une porte qu'il ouvrit avec une expression expectative. « J'ai préparé cette chambre pour toi.
J'espère qu'elle te plaira. Élodie entra et resta figée de surprise. La pièce, spacieuse et lumineuse, avait été entièrement décorée pour une petite fille. Un grand lit avec une couette rose pâle, une bibliothèque remplie de livres colorés, un bureau avec tout le matériel de dessin imaginable et, le plus impressionnant, un grand tableau magnétique occupant tout un mur, couvert de capsules colorées maintenues par des aimants. « Pour tes cartes », expliqua Gabriel. « J'ai pensé que ce serait plus facile que de les faire sur le sol. » Élodie se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. Sans un mot, elle se précipita vers lui et l'enlaça, enfouissant son visage contre son costume. Gabriel, pris au dépourvu par cette démonstration d'affection, resta un instant immobile, avant de refermer maladroitement ses bras autour des petites épaules. « Merci », murmura Élodie contre son torse. Ce simple mot, prononcé avec tant de sincérité, toucha Gabriel plus profondément que tous les discours de remerciement qu'il avait pu entendre au cours de sa carrière. Les jours suivants furent consacrés à l'installation de Mathilde dans une chambre médicalisée au rez-de-chaussée, avec une équipe d'infirmières se relayant jour et nuit. Un éminent oncologue venait quotidiennement évaluer son état et ajuster son traitement. Bien que son pronostic restât sombre, la qualité des soins et le confort nouveau dont elle bénéficiait semblaient lui donner un regain d'énergie. Pour Élodie, ce fut une période d'adaptation à un monde radicalement différent du sien. Elle découvrait l'eau chaude à volonté, les repas réguliers et abondants, les vêtements neufs, mais surtout elle découvrait Gabriel. Contre toute attente, le milliardaire d'habitude si occupé avait réorganisé son emploi du temps pour passer du temps avec elle. Il annulait des réunions, reportait des voyages d'affaires, déléguait des décisions importantes. Pour la première fois depuis des années, Beaumont Industries fonctionnait sans la présence constante de son PDG. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Gabriel observait Élodie qui lisait un des livres qu'il lui avait offerts. Le soleil jouait dans ses cheveux châtains, révélant des reflets roux qui lui rappelaient ceux de Sophie. La ressemblance était parfois si frappante qu'elle lui coupait le souffle. « Élodie, » commença-t-il doucement, « est-ce que ta grand-mère t'a déjà parlé de ton père ?» La petite fille leva les yeux de son livre, surprise par la question. « Un peu. Elle m'a dit qu'il ne savait pas que j'existais, mais que c'était quelqu'un de bien. »« Et ta mère? Tu te souviens d'elle ?» Une ombre passa sur le visage d'Élodie. « Pas vraiment, j'étais trop petite quand elle est partie. Grand-mère a une photo d'elle, et parfois elle me raconte des histoires sur ce qu'elle faisait quand elle était petite. » Gabriel prit une profonde inspiration. Le moment était venu. « Élodie, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Quelque chose à propos de moi, de toi et de ta mère. » L'enfant le regarda avec curiosité, semblant pressentir l'importance de ce qui allait suivre. « Ta mère s'appelait Sophie Lefebvre, n'est-ce pas ?» Élodie hocha la tête. « Je l'ai connue, il y a longtemps. Nous nous sommes aimés pendant un court moment. Puis elle est partie, sans que je sache qu'elle attendait un enfant. Cet enfant, c'était toi, Élodie. » La petite fille resta immobile, ses grands yeux fixés sur Gabriel, essayant d'assimiler ce qu'il venait de dire. « Vous êtes mon papa ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Gabriel hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Oui, Élodie, je suis ton père. Je ne le savais pas jusqu'à maintenant, mais les médecins ont fait des tests après l'incendie, et ils ont découvert que nous avions le même sang. » Élodie resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. Puis, lentement, elle se leva, s'approcha de Gabriel et tendit une main hésitante vers son visage, comme pour vérifier qu'il était réel. « J'ai toujours su que j'avais un père quelque part, dit-elle finalement. Dans mes cartes, j'avais même dessiné un chemin pour le trouver un jour. Je ne savais pas que ce serait toi qui me trouverais. » Gabriel sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé de ne pas avoir été là plus tôt, Élodie. Si j'avais su... »« Ce n'est pas grave, » l'interrompit-elle avec une sagesse surprenante. « Grand-mère dit que les choses arrivent quand elles doivent arriver, ni avant ni après. » Puis avec la simplicité désarmante de l'enfance, elle ajouta « Est-ce que je peux t'appeler papa maintenant ?» Cette question simple brisa les dernières défenses de Gabriel. Des larmes qu'il avait retenues pendant des années, des larmes qu'il n'avait pas versées même lors de ses divorces, ou de là de son propre père, coulèrent librement sur ses joues. Les semaines qui suivirent furent marquées par un tourbillon de changements. Gabriel, déterminé à officialiser sa paternité, engagea les meilleurs avocats de Paris pour entamer les procédures de reconnaissance. Les tests ADN, les documents administratifs, les déclarations sous serment de Mathilde, tout fut mis en œuvre pour que la petite Élodie devienne légalement Élodie Beaumont.
Parallèlement, il inscrivit sa fille dans l'une des écoles les plus prestigieuses de Paris, Saint-Dominique, où les enfants de l'élite française recevaient une éducation d'exception. C'était un monde à des années-lumière des rares jours où Élodie avait pu fréquenter l'école publique de son quartier. « Tu commenceras lundi prochain », annonça Gabriel un soir pendant le dîner, observant attentivement la réaction de sa fille. Élodie, qui s'était habituée à manger avec des couverts en argent et à s'asseoir droite sur sa chaise, hocha simplement la tête. « Est-ce qu'il y aura d'autres enfants comme moi ?» La question prit Gabriel au dépourvu. « Que veux-tu dire par « comme toi » ?»« Des enfants qui viennent d'un bidonville. » Sa voix était calme, dénuée d'amertume, simplement curieuse. Gabriel échangea un regard avec Mathilde, qui assistait au dîner depuis que son état s'était légèrement amélioré. « Non, Élodie, » répondit-il honnêtement. « Les enfants de cette école viennent de familles, différentes de celles où tu as grandi. Ils vont se moquer de moi, alors, » conclut-elle avec une résignation qui serra le cœur de Gabriel. « Pourquoi dis-tu cela ? Parce que c'est ce qui arrive quand on est différent. Les enfants du bidonville se moquaient de moi parce que j'aimais lire et dessiner des cartes. Je suppose que là-bas, ils se moqueront parce que je ne sais pas quel couvert utiliser ou comment parler comme eux. » Gabriel sentit une colère sourde monter en lui, non pas contre Élodie, mais contre un monde qui avait déjà appris à une enfant de 7 ans les cruelles hiérarchies sociales. « Écoute-moi bien, Élodie, dit-il en se penchant vers elle. Tu n'as pas à avoir honte de qui tu es ou d'où tu viens. En fait, tu devrais en être fier. Tu as survécu dans des conditions que ces enfants ne pourraient même pas imaginer. Tu as développé une force et une créativité que beaucoup d'entre eux n'auront jamais. » Il prit ses petites mains dans les siennes. « Et si quelqu'un se moque de toi, rappelle-toi ceci. Tu es une Beaumont maintenant. Mais plus important encore, tu es Élodie, la fille courageuse qui a escaladé un immeuble en flammes pour sauver quelqu'un. Combien d'enfants peuvent en dire autant ?» Un sourire timide éclaira le visage d'Élodie. « D'accord, papa. » Ce simple mot, « papa », continuait de provoquer une vague d'émotion chez Gabriel chaque fois qu'il l'entendait. Le premier jour d'école arriva et Gabriel insista pour accompagner lui-même Élodie, malgré son emploi du temps chargé. Il la regarda enfiler son nouvel uniforme, jupe plissée bleu marine, chemisier blanc, blazer orné de l'écusson de l'école, avec un mélange de fierté et d'appréhension. Dans la limousine qui les conduisait à l'école, Élodie resta silencieuse, serrant contre elle son sac à dos neuf. Gabriel remarqua qu'elle avait glissé à l'intérieur l'une de ses cartes en capsule, probablement comme un talisman de courage. « Nerveuse ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Et si je ne comprends pas ce que le professeur explique? Il y a des choses que je n'ai jamais apprises. L'école est au courant de ta situation. Ils vont t'aider à rattraper ton retard. Et je t'aiderai aussi. » Il hésita puis ajouta « Tu sais, quand j'étais petit, j'avais aussi des difficultés à l'école. » Élodie le regarda avec surprise. « Vraiment? Mais tu es si intelligent. » Gabriel sourit. « L'intelligence et la réussite scolaire sont deux choses différentes. J'avais du mal à me concentrer, à rester assis toute la journée. Mon père me disait que j'étais paresseux, mais en réalité, j'apprenais simplement d'une façon différente. Comment tu as fait, alors? J'ai trouvé des méthodes qui fonctionnaient pour moi, et j'ai eu de la chance. Un professeur a cru en moi et m'a aidé à découvrir ma propre façon d'apprendre. » Cette conversation sembla apaiser un peu les craintes d'Élodie. Lorsqu'ils arrivèrent devant les grilles imposantes de Saint-Dominique, elle prit une profonde inspiration et redressa les épaules. « Tu viens me chercher après l'école ?» demanda-t-elle, une pointe d'anxiété dans la voix. « Je serai là, » promit Gabriel. « Et si jamais je ne peux pas venir moi-même, Jean-Philippe viendra avec la limousine. Mais tu peux toujours m'appeler si tu as besoin de moi. » Il lui avait offert un téléphone portable dernier cri, préenregistré avec son numéro en composition rapide. Élodie hocha la tête, puis, dans un geste qui surprit Gabriel, elle se hissa sur la pointe des pieds et déposa un baiser sur sa joue. « À ce soir, papa. » Il la regarda s'éloigner vers l'entrée de l'école, sa petite silhouette bientôt noyée parmi les autres enfants en uniforme. Une émotion puissante l'envahit, un mélange de fierté, de peur et d'un amour qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La journée parut interminable à Gabriel. Malgré les réunions importantes et les décisions stratégiques qui l'attendaient, son esprit revenait sans cesse à Élodie. Comment se débrouillait-elle? Les autres enfants étaient-ils gentils avec elle? Comprenait-elle les leçons? Il était si distrait que son assistante Nathalie, qui travaillait avec lui depuis 15 ans, finit par lui demander s'il se sentait bien. « Pardonnez-moi, Nathalie, » répondit-il en se frottant les yeux. « Je suis un peu préoccupé aujourd'hui. »
C'est le premier jour d'école de votre fille, n'est-ce pas? Demanda-t-elle avec un sourire compréhensif. La nouvelle qu'Élodie était la fille biologique de Gabriel s'était répandue comme une traînée de poudre dans les cercles intimes de l'entreprise. Certains employés de longue date, comme Nathalie, avaient accueilli cette révélation avec une chaleur sincère. « Oui, » admit Gabriel, « je sais que c'est ridicule de s'inquiéter autant. »« Ce n'est pas ridicule du tout, » le rassura Nathalie. « C'est normal. Vous êtes père maintenant. » Cette simple constatation frappa Gabriel comme une révélation. Père. Un rôle qu'il n'avait jamais envisagé, pour lequel il n'avait jamais été préparé. Et pourtant, en quelques semaines, il avait été transformé par cette petite fille aux yeux graves et au courage immense. À 15 heures précises, Gabriel était garé devant l'école, attendant anxieusement la sortie des classes. Lorsqu'Élodie apparut enfin, son visage s'illumina en l'apercevant, et il sentit un soulagement immense le submerger. « Alors, cette première journée ?» demanda-t-il, tandis qu'elle s'installait à côté de lui dans la limousine. « C'était différent, » répondit-elle, choisissant soigneusement ses mots. « L'école est très grande et très belle. Ma maîtresse, Madame Fournier, est gentille. Elle m'a donné des livres spéciaux pour m'aider à rattraper mon retard. Et les autres enfants ?» Élodie haussa les épaules. « Certains m'ont posé des questions sur toi. Ils disaient que tu étais célèbre et très riche. Une fille, Chloé, m'a demandé si j'avais vraiment escaladé un immeuble en feu pour te sauver ou si c'était juste une histoire inventée par les journalistes. Et qu'as-tu répondu ?» Un petit sourire malicieux apparut sur les lèvres d'Élodie. « J'ai dit que oui, et que je pourrais probablement escalader le mur de l'école aussi si je voulais m'échapper. » Gabriel éclata de rire, imaginant la réaction des petites filles privilégiées de Saint-Dominique face à cette déclaration. Je parie qu'elles étaient impressionnées. « Je crois, » dit Élodie en hochant la tête. Après ça, Chloé m'a invité à m'asseoir avec elle et ses amis pour le déjeuner. Le cœur de Gabriel se réchauffa. Sa fille avait trouvé sa propre façon de s'intégrer en utilisant sa différence comme une force plutôt qu'une faiblesse. Les jours suivants établirent progressivement une nouvelle routine. Gabriel avait réorganisé son emploi du temps pour être présent le plus possible. Il prenait le petit déjeuner avec Élodie chaque matin, l'accompagnait à l'école quand il le pouvait et rentrait tôt le soir pour dîner en famille et l'aider avec ses devoirs. Mathilde, dont l'état restait fragile malgré les traitements, observait cette transformation avec un mélange de joie et de mélancolie. Un soir, alors qu'Élodie était montée se coucher, elle partagea ses pensées avec Gabriel. « Vous êtes devenu un bon père, monsieur Beaumont, bien meilleur que je ne l'aurais imaginé. » Gabriel, qui sirotait un cognac près de la cheminée, tourna son regard vers elle. « Je fais de mon mieux, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. »« L'amour est le meilleur professeur, » répondit Mathilde avec un sourire fatigué. « Et vous l'aimez, cela se voit. » « Je ne savais pas qu'il était possible d'aimer quelqu'un aussi fort, aussi vite, » admit Gabriel, surpris par sa propre honnêteté. « C'est le miracle de la paternité, » dit doucement Mathilde. J'ai vu le même émerveillement dans les yeux de mon mari quand Sophie est née. Un silence confortable s'installa entre eux, deux adultes unis par leur amour pour une petite fille extraordinaire. Puis Mathilde reprit, sa voix soudain plus grave. « Je dois vous parler de quelque chose d'important, monsieur Beaumont. Les médecins m'ont dit la vérité sur mon état. Je le savais déjà, bien sûr, mais maintenant c'est certain. Je n'ai plus beaucoup de temps. » Gabriel posa son verre, le visage assombri. « Il doit bien y avoir d'autres traitements, des essais cliniques. » Mathilde leva une main pour l'interrompre. « J'ai accepté mon sort, j'ai vécu une bonne vie, malgré les difficultés, mais je m'inquiète pour Élodie. Elle a déjà perdu sa mère, et bientôt, je prendrai soin d'elle, » affirma Gabriel avec force. « Vous le savez. » « Oui, je le sais. Mais ce n'est pas seulement de son bien-être matériel que je m'inquiète. Élodie est une enfant spéciale, avec un don rare pour voir la beauté là où d'autres ne voient que des déchets, pour transformer le banal en extraordinaire. J'ai peur que ce monde dans lequel elle entre maintenant, votre monde, ne finisse par étouffer cette flamme. » Gabriel considéra ces paroles avec gravité. « Que suggérez-vous? N'essayez pas de la façonner pour qu'elle s'adapte à votre univers. Laissez-la vous montrer le sien. Ces cartes qu'elle crée, ces histoires qu'elle invente, ce ne sont pas de simples jeux d'enfants. C'est sa façon de donner un sens au monde, de créer de l'ordre dans le chaos, de l'espoir dans le désespoir. » Mathilde toussa, épuisée par ce long discours. Gabriel lui tendit un verre d'eau, qu'elle but lentement. « Je vous promets de tout faire pour préserver ce qui rend Élodie unique, » dit-il finalement. « Je ne veux pas qu'elle devienne comme moi, obsédée par le succès,
incapable de voir la beauté simple des choses. « Vous vous sous-estimez », répondit Mathilde avec un sourire faible. « Je vois déjà comment elle vous change. Peut-être qu'en sauvant votre vie cette nuit-là, elle a sauvé bien plus que vous ne le pensiez. » Les paroles de Mathilde résonnèrent longtemps dans l'esprit de Gabriel cette nuit-là. Allongé dans son lit, il réfléchit à l'homme qu'il avait été avant l'incendie. Un workaholic solitaire, entouré de luxe mais vide d'émotions véritables. En quelques semaines, une petite fille aux pieds nus et aux mains créatives avait bouleversé cet équilibre soigneusement construit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Gabriel annonça qu'il ne travaillerait pas ce jour-là. « J'ai pensé que nous pourrions faire quelque chose de spécial, Élodie. Juste toi et moi. » La petite fille leva les yeux de son bol de céréales, surprise. « Comme quoi ? Eh bien, je réalise que je t'ai fait entrer dans mon monde, mais que je n'ai jamais vraiment essayé de comprendre le tien. Alors, je me disais que tu pourrais me montrer les endroits qui comptent pour toi. Peut-être commencer par me montrer comment tu trouves ces capsules pour tes cartes. » Cette journée passée à explorer Paris à travers les yeux d'Élodie marqua un tournant dans la relation entre le père et la fille. Gabriel découvrit un monde parallèle qu'il avait côtoyé pendant des années, sans jamais le voir vraiment. Ils parcoururent les parcs, où Élodie et sa grand-mère cueillaient des fruits sauvages pour leur confiserie, visitèrent les petites boutiques, où les commerçants connaissaient la petite fille par son prénom, et terminèrent par une promenade, le long de la Seine, récoltant des capsules colorées rejetées par le fleuve. « Celle-ci est si spéciale », expliqua Élodie, en montrant une capsule bleue métallisée. « Les bleus sont rares. Je les garde pour les chemins qui mènent vers les rêves les plus importants. » Gabriel observa la capsule dans la petite main de sa fille, frappé par la symbolique qu'elle y attachait. « Et qu'est-ce que tu fais avec les capsules argentées? Celles qui représentent ma tour dans tes cartes? Ce sont les plus précieuses, répondit-elle sérieusement. Elles indiquent les trésors cachés, les endroits magiques. » Cette simple conversation fut comme une révélation pour Gabriel. Sur le chemin du retour, alors qu'Élodie somnolait sur la banquette arrière de la limousine, une idée commença à germer dans son esprit. Une idée qui allait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux enfants comme Élodie. Le lendemain matin, il convoqua une réunion extraordinaire du conseil d'administration de Beaumont Industrie, face aux hommes et femmes en costume sombre qui dirigeaient avec lui l'un des plus grands empires financiers d'Europe. Gabriel présenta une vision radicalement nouvelle. « Mesdames et messieurs, depuis 20 ans, nous construisons des gratte-ciels, des centres commerciaux, des complexes de luxe. Nous avons créé de la valeur pour nos actionnaires, généré des milliards d'euros de profit. Mais qu'avons-nous vraiment construit de durable? Qu'avons-nous laissé comme héritage ?» Un silence perplexe accueillit ces questions inhabituelles dans la bouche du PDG habituellement pragmatique et orienté résultat. « Je vous propose aujourd'hui de lancer un nouveau projet différent de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Un projet qui s'appellera les capsules d'espoir. » Gabriel déroula alors les grandes lignes de son idée. Créer des centres d'accueil et d'expression artistique pour les enfants en situation de précarité dans toute la France. Des lieux où ils pourraient développer leur créativité, accéder à l'éducation et transformer leur vision unique du monde en œuvres d'art. Ces centres seront construits avec des matériaux durables et écologiques. Ils proposeront des ateliers animés par des artistes, des programmes de soutien scolaire, des repas équilibrés. Mais surtout, ils donneront une voix à ceux que notre société a rendus invisibles. Les réactions autour de la table étaient mitigées. Certains administrateurs hochèrent la tête avec approbation, d'autres froncèrent les sourcils, perplexes face à ce virage inattendu. « Et quel serait le modèle économique de ces centres ?» demanda finalement Victor Delcourt, le directeur financier, exprimant tout haut la préoccupation de plusieurs. « Une fondation, répondit Gabriel, la Fondation Beaumont pour l'enfance. Je propose que nous y allouions 15% des bénéfices annuels du groupe, avec un engagement initial de 50 millions d'euros pour lancer les 5 premiers centres. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. C'était une somme considérable, même pour un groupe de la taille de Beaumont Industrie. « C'est ambitieux, » commenta prudemment Delcourt. « Mais je dois exprimer mes réserves quant à l'impact sur nos résultats financiers. Les actionnaires pourraient s'inquiéter. »« Laissez-moi m'occuper des actionnaires, » répliqua Gabriel avec assurance. « Ce projet n'est pas seulement philanthropique, c'est aussi stratégique. Dans un monde où l'image de marque et la responsabilité sociale deviennent des atouts concurrentiels majeurs, les capsules d'espoir positionneront Beaumont Industrie comme un leader éthique. » La discussion se poursuivit pendant plus de 2 heures, mais Gabriel resta inébranlable. À la fin,
Le conseil vota majoritairement en faveur du projet, avec quelques abstentions notables, dont celle de Philippe Mercier, un ancien associé de Gabriel, qui semblait particulièrement contrarié par cette nouvelle orientation. En sortant de la salle de réunion, Philippe rattrapa Gabriel dans le couloir. « Tu as perdu la tête, Gabriel ? 50 millions pour des gamins des bidonvilles ? Depuis quand te préoccupes-tu de charité ?» Gabriel se tourna vers lui, un sourire calme aux lèvres. « Depuis que j'ai découvert qu'il y a plus de valeur dans le sourire d'un enfant que dans tous nos rapports trimestriels, Philippe. Tu devrais essayer un jour. » Il laissa son collègue bouche bée et retourna à son bureau, où Nathalie l'attendait avec un dossier épais. « Voici les premières ébauches pour la fondation, comme vous l'avez demandé, dit-elle. J'ai aussi contacté les architectes que vous avez suggérés. Merci, Nathalie. Et qu'en est-il de la communication? Le communiqué de presse est prêt. Plusieurs journalistes sont déjà intéressés par l'exclusivité. Mais, elle hésita. Mais, ils veulent tous savoir si ce projet est lié à votre fille récemment découverte. Le sauvetage, puis cette fondation, la coïncidence est trop belle pour qu'ils ne fassent pas le lien. Gabriel réfléchit un instant. Il avait jusqu'à présent protégé farouchement la vie privée d'Élodie, refusant toute interview à son sujet. Mais peut-être était-il temps de contrôler le récit, plutôt que de laisser les médias spéculer. « Organise une interview exclusive avec Juliette Mercier de TF1, décida-t-il. Elle était présente le soir de l'incendie, et elle a toujours fait preuve de respect dans sa couverture de l'événement. Mais je veux revoir personnellement chaque question avant l'entretien, et Élodie ne participera que si elle le souhaite. » Dans les jours qui suivirent, le projet « Les capsules d'espoir » prit forme à une vitesse surprenante. Gabriel y consacrait toute son énergie, impliquant même Élodie dans certaines décisions. Il l'emmenait voir les terrains potentiels pour les premiers centres, lui montrait les dessins des architectes et l'écoutait attentivement lorsqu'elle suggérait d'ajouter des espaces spécifiques pour différents types d'activités créatives. Ici, il faudrait une grande table pour que les enfants puissent défaire des cartes comme les miennes, disait-elle en pointant un espace sur les plans. Et là, des étagères pour ranger les matériaux par couleur. Gabriel prenait note de chaque suggestion, impressionné par la vision claire que sa fille avait de ces lieux. Il réalisa qu'Élodie n'était pas seulement l'inspiration du projet, elle en était aussi, à sa façon, la co-créatrice. L'interview avec Juliette Mercier fut programmée un mercredi après-midi dans le salon de la maison de Gabriel. Élodie, après une longue discussion avec son père, où il lui expliqua honnêtement ce qu'impliquait une interview télévisée, décida qu'elle voulait y participer, mais seulement pour une partie. « Vous êtes devenu un homme différent, monsieur Beaumont », remarqua Juliette après l'installation des caméras. « La dernière fois que je vous ai interviewé, c'était pour l'inauguration de votre tour à la Défense. Vous parliez de rendement et d'innovation technologique. Aujourd'hui, nous allons discuter d'art et d'enfants défavorisés. » Gabriel sourit. « La vie a une façon surprenante de nous rappeler ce qui compte vraiment, Madame Mercier. » L'interview débuta par des questions sur la fondation, ses objectifs, son financement. Gabriel expliqua avec passion comment les centres fonctionneraient, insistant sur l'importance de donner aux enfants des quartiers défavorisés la possibilité d'exprimer leur créativité. Puis vint la question inévitable. « Cette initiative est-elle directement inspirée par votre fille, Élodie ?» Gabriel prit une profonde inspiration. « Oui, absolument. Élodie m'a fait découvrir un monde que je côtoyais sans le voir. Sa façon de transformer des objets ordinaires en œuvres d'art, de voir de la beauté là où d'autres ne voient que des déchets, c'est exactement ce que nous voulons encourager chez tous les enfants qui fréquenteront nos centres. Et comment gère-t-elle cette nouvelle vie? Le passage d'un bidonville à l'une des plus grandes fortunes de France doit être déstabilisant. À ce moment, comme convenu, Élodie entra dans le salon. Vêtue d'une simple robe bleue, ses cheveux attachés en queue de cheval, elle s'assit à côté de son père avec une assurance tranquille qui surprit même Gabriel. « Bonjour, Élodie, » dit doucement Juliette. « Comment vas-tu depuis notre première rencontre ?»« Je vais bien, merci, » répondit la petite fille. « Ma vie a beaucoup changé, mais j'ai toujours ma grand-mère, et maintenant j'ai aussi un père. Tu continues à créer tes fameuses cartes en capsule ?» Le visage d'Élodie s'illumina. « Oui, papa m'a fait installer un grand tableau magnétique dans ma chambre. Je crée des cartes plus grandes maintenant, et je montre aux autres enfants de mon école comment faire les leurs. Et que penses-tu du projet « Les capsules d'espoir » Élodie réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense que c'est important que tous les enfants puissent avoir un endroit pour créer, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Quand j'habitais dans le bidonville, je faisais mes cartes par terre et parfois il pleuvait dessus. Dans les centres, ils auront des tables et un toit qui ne fuit pas.
Sa simplicité désarmante toucha visiblement Juliette, qui poursuivit avec des questions adaptées à son âge pendant quelques minutes avant qu'Élodie ne quitte l'interview comme prévu. L'entretien diffusé le lendemain soir sur TF1 déclencha une vague d'intérêt sans précédent pour le projet. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les dons affluèrent, et de nombreuses célébrités exprimèrent leur soutien. En l'espace d'une semaine, les capsules d'espoir étaient devenues bien plus qu'une initiative philanthropique d'entreprise. C'était un mouvement culturel. Mais le succès attire aussi les jalousies. Philippe Mercier, l'ancien associé de Gabriel qui s'était abstenu lors du vote du conseil d'administration, commença à exprimer publiquement ses doutes quant aux motivations réelles derrière le projet. N'est-il pas étrange, insinua-t-il lors d'une interview économique, que Gabriel Beaumont, connu pour sa froide efficacité en affaires, se transforme soudainement en philanthrope passionné juste après la découverte médiatisée de sa fille. Ces remarques furent suivies d'articles plus incisifs dans certains journaux, suggérant que toute l'histoire, l'incendie, le sauvetage, la découverte de la paternité, pourrait être une opération de communication savamment orchestrée. Un matin, Gabriel trouva Élodie en larmes dans sa chambre, un magazine ouvert devant elle. En première page, un titre accrocheur, « Le conte de fée Beaumont. Vérité ou manipulation ?» « Pourquoi ils disent des choses méchantes, papa ?» demanda-t-elle entre deux sanglots. « Ils disent que grand-mère et moi, on a fait exprès de mettre le feu pour que je te sauve. »« C'est pas vrai. » Gabriel sentit une colère froide l'envahir. Il prit sa fille dans ses bras, la berçant doucement. « Bien sûr que ce n'est pas vrai, ma chérie. Certaines personnes disent des mensonges quand elles sont jalouses ou quand elles veulent se rendre importantes. Mais pourquoi elles sont jalouses ?» Gabriel réfléchit à la meilleure façon d'expliquer les complexités du monde adulte à une enfant de 7 ans. « Tu sais, Élodie, parfois quand quelqu'un fait quelque chose de bien, d'autres personnes ne veulent pas y croire. Elles préfèrent penser que c'est un piège ou un mensonge, parce que c'est plus facile que d'accepter qu'elles auraient pu faire la même chose, mais qu'elles n'ont pas eu le courage. » Élodie médita sur ces paroles, son visage encore marqué par les larmes, mais ses yeux retrouvant peu à peu leur éclat habituel. Comme dans l'histoire que grand-mère me racontait, avec le renard qui dit que les raisins sont trop verts, parce qu'il ne peut pas les atteindre. Gabriel sourit, impressionné par sa capacité à faire des liens. Exactement comme ça. Cette conversation avec Élodie renforça sa détermination. Le soir même, il appela son équipe juridique. « Je veux que vous poursuiviez en diffamation tous les médias qui ont publié ces insinuations sans preuve. Pas de négociation, pas de règlement à l'amiable. Je veux des procès publics où la vérité sera établie une fois pour toutes. » 6 mois s'écoulèrent comme un tourbillon de changements, de défis et de petites victoires quotidiennes. Les procès intentés par Gabriel avaient eu l'effet escompté. Les médias qui avaient propagé les rumeurs malveillantes furent contraints de publier des démentis et de verser des dommages et intérêts substantiels que Gabriel reversa intégralement à la Fondation. Philippe Mercier, identifié comme la source principale de ces calomnies, fut contraint de démissionner du conseil d'administration de Beaumont Industries après qu'une enquête interne révéla qu'il avait tenté de manipuler des preuves concernant l'incendie. L'enquête démontra que le feu avait bien été causé par un défaut électrique, exacerbé par la négligence des gestionnaires de l'immeuble, une société appartenant indirectement à Mercier lui-même. Pendant ce temps, le premier centre, les capsules d'espoir, prenait forme dans le 19e arrondissement de Paris, à quelques rues seulement du bidonville où Élodie avait grandi. Le bâtiment, une ancienne usine textile réhabilitée, était presque méconnaissable après des mois de travaux. Ses murs gris avaient cédé la place à une façade colorée où des milliers de capsules de bouteilles formaient une fresque monumentale, conçue par Élodie elle-même, et réalisée avec l'aide d'artistes locaux et d'enfants du quartier. À l'intérieur, tout avait été pensé pour stimuler la créativité. De vastes ateliers inondés de lumière naturelle, des espaces modulables pour différentes activités artistiques, une bibliothèque garnie de livres colorés, une cuisine où les enfants apprendraient à préparer des repas sains, et même un petit théâtre pour les représentations. La grande inauguration était prévue pour le 15 juin, coïncidant presque jour pour jour avec l'anniversaire de l'incendie qui avait changé la vie d'Élodie et de Gabriel. L'événement promettait d'être médiatisé bien au-delà des frontières françaises, avec la présence annoncée du président de la République, de plusieurs ministres et de nombreuses personnalités du monde des arts et du spectacle. La veille de la cérémonie, Gabriel emmena Élodie visiter le centre une dernière fois avant l'ouverture officielle. Ils se promenèrent dans les salles vides qui, dès le lendemain,
résonneraient des rires et des voix d'enfants. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il à sa fille, observant attentivement sa réaction. Élodie tournait lentement sur elle-même, les yeux écarquillés, prenant la mesure de ce que son idée simple, des cartes faites avec des capsules, avait inspiré. « C'est magique », murmura-t-elle finalement, comme si quelqu'un avait pris un de mes rêves et l'avait rendu réel. Gabriel s'accroupit pour se mettre à son niveau. « C'est exactement ce qui s'est passé, Élodie. Tu as rêvé ce lieu bien avant moi. Je n'ai fait que t'aider à le construire. » La petite fille fronça les sourcils, pensive. « J'ai un peu peur pour demain. Et si je me trompe dans mon discours ?» Car oui, Élodie avait accepté de prononcer quelques mots lors de la cérémonie d'inauguration, une décision qu'elle regrettait parfois lorsque l'anxiété la submergeait. « Tu n'as pas besoin de te souvenir de mots exacts, » la rassura Gabriel. « Parle simplement avec ton cœur comme tu le fais toujours. Raconte ton histoire, notre histoire, comme tu la ressens. » Cette nuit-là, de retour à la maison, Gabriel trouva Mathilde assise dans le jardin, contemplant les étoiles. Son état s'était stabilisé ces derniers mois, grâce aux traitements intensifs, mais les médecins restaient pessimistes quant à ses chances de rémission complète. Pourtant, elle semblait plus sereine que jamais. « Vous ne dormez pas » demanda doucement Gabriel en s'asseyant près d'elle. « Je profite de chaque moment » répondit-elle avec un sourire paisible. « Les nuits comme celle-ci sont trop belles pour être gaspillées dans un lit. » Ils restèrent de silencieux un moment, partageant cette contemplation tranquille. « Savez-vous ce qu'Élodie m'a demandé hier » dit finalement Mathilde. Elle voulait savoir si sa mère pouvait nous voir depuis les étoiles. Je lui ai dit que je n'en étais pas certaine, mais que si Sophie pouvait nous voir, elle serait très fière d'elle. Gabriel sentit sa gorge se serrer. Malgré tous ses efforts, il n'avait jamais réussi à retrouver la moindre trace de Sophie Lefebvre après sa disparition. C'était comme si elle s'était volatilisée, laissant derrière elle seulement le mystère de son absence et le cadeau précieux de leur fille. « Elle aurait toutes les raisons d'être fière, » dit-il doucement. « Élodie est extraordinaire. Elle tient beaucoup de sa mère, » répondit Mathilde. « La même détermination, la même sensibilité. Mais je vois aussi en elle votre force, votre capacité à transformer une vision en réalité. » Gabriel sourit, touché par ces paroles. « J'espère être digne d'elle. »« Vous l'êtes déjà, » affirma Mathilde, avec une conviction qui ne laissait place à aucun doute. « Vous êtes devenu le père qu'elle méritait. » Le jour de l'inauguration se leva, radieux, comme si le ciel lui-même célébrait l'occasion. Dès le matin, une effervescence joyeuse régnait dans la maison Beaumont. Élodie, vêtue d'une robe bleue assortie à ses yeux, un cadeau spécial de Gabriel pour l'occasion, répétait son discours une dernière fois devant son miroir. Mathilde, qui avait insisté pour assister à la cérémonie malgré sa fatigue, était préparée avec soin par une infirmière, tandis que Gabriel vérifiait obsessionnellement son téléphone pour s'assurer que tout était prêt au centre. À midi précis, ils arrivèrent devant le bâtiment, où une foule considérable s'était déjà massée. Des journalistes du monde entier, des officiels en costumes sombres, des artistes aux tenues colorées, et surtout, des familles du quartier, celles-là même que le centre allait servir. La cérémonie débuta par les discours protocolaires, le maire de l'arrondissement, le ministre de la Culture, le président de la République. Tous louèrent l'initiative, soulignant son caractère novateur et son potentiel transformateur pour les quartiers défavorisés. Puis vint le tour de Gabriel. Debout sur l'estrade, face à la foule attentive, il parla avec une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Il y a un an, j'étais un homme différent, » commença-t-il. « J'avais bâti un empire, mais j'étais seul au sommet. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais rien de ce qui donne vraiment un sens à la vie. » Il marqua une pause, son regard balayant l'assemblée avant de se poser sur Élodie, assise au premier rang. Puis une nuit, alors que j'étais piégé dans un appartement en feu, une petite fille que je ne connaissais pas a risqué sa vie pour me sauver. Elle a escaladé un immeuble en flammes, brisé une vitre, et m'a traîné jusqu'à la sécurité. Ce courage extraordinaire aurait déjà mérité toute ma gratitude. Mais le destin avait prévu bien plus. Gabriel raconta alors la découverte de sa paternité, la révélation qui avait bouleversé sa vie et la façon dont Élodie lui avait ouvert les yeux sur un monde qu'il ignorait, sur une richesse que l'argent ne pouvait acheter, celle de l'imagination, de la créativité, de la capacité à transformer le banal en extraordinaire. « Les capsules d'espoir n'est pas un projet de charité », conclut-il. « C'est une déclaration de foi dans le potentiel illimité de chaque enfant, quel que soit son milieu d'origine. C'est aussi ma façon de dire merci, à Élodie bien sûr, mais aussi à tous les enfants comme elle,
qui portent en eux des trésors que notre société a trop souvent négligés. Les applaudissements qui suivirent étaient chaleureux, sincères. Puis Gabrielle annonça qu'Élodie elle-même dirait quelques mots. Un murmure d'anticipation parcourut la foule, tandis que la petite fille se levait et rejoignait son père sur l'estrade. Face au micro, Élodie parut soudain minuscule et vulnérable. Pendant un instant terrible, Gabrielle craignit qu'elle soit paralysée par le trac. Mais alors elle leva les yeux vers lui, puisa dans son regard l'assurance dont elle avait besoin, et commença à parler d'une voix claire qui porta étonnamment loin. « Bonjour, je m'appelle Élodie. Il y a 1 an, je vivais dans une cabane près d'ici, avec ma grand-mère. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions des choses importantes. L'amour, l'imagination et l'espoir. » Elle raconta son enfance dans le bidonville, ses cartes faites de capsules, ses rêves d'un monde meilleur. Puis elle en vint à cette nuit fatidique. « Quand j'ai vu l'incendie, je n'ai pas réfléchi. J'ai juste entendu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Je ne savais pas que c'était mon père. Je ne savais même pas que j'avais un père. Je voulais juste aider. » Sa description de l'ascension de l'immeuble, de la chaleur des flammes, de la fumée qui piquait ses yeux, captiva l'auditoire. Elle parlait sans artifice avec la simplicité puissante de l'enfance. « Aujourd'hui, ma vie est très différente. J'ai une belle maison, je vais dans une bonne école et j'ai trouvé mon père. Mais je n'oublie pas d'où je viens. Je n'oublie pas les autres enfants qui vivent encore comme je vivais avant. » Elle désigna le bâtiment derrière elle. Ce centre n'est pas juste un endroit pour faire de l'art. C'est un endroit où les enfants peuvent découvrir qu'ils sont importants, que leurs idées comptent, que leurs rêves peuvent devenir réels. Comme mes cartes en capsule sont devenues ce grand projet. Élodie termina son discours par des mots simples mais profondément touchants. « Je n'ai pas sauvé un homme riche ce soir-là. J'ai sauvé quelqu'un qui était seul, comme moi. Et maintenant, nous ne sommes plus seuls. Merci. » Un silence ému accueillit ces derniers mots avant que n'éclate un tonnerre d'applaudissements. Des larmes coulaient sur de nombreux visages, y compris celui de Gabrielle, qui serra sa fille dans ses bras lorsqu'elle revint vers lui. Ce fut à ce moment précis, alors que les flashs des photographes crépitaient autour d'eux, qu'un mouvement dans la foule attira l'attention d'Élodie. Une femme se tenait là, à quelques mètres de l'estrade, son visage à moitié caché par un foulard, mais ses yeux, des yeux si semblables à ceux d'Élodie, fixés sur la petite fille avec une intensité bouleversante. « Papa !» murmura Élodie, sa voix à peine audible dans le tumulte des applaudissements. « Papa, je crois que c'est maman. » Gabrielle suivit son regard et sentit son cœur s'arrêter. Même après toutes ces années, même à cette distance, il reconnut immédiatement Sophie Lefebvre, plus mince, les traits tirés, les cheveux plus courts, mais indéniablement elle. Leurs regards se croisèrent par-dessus la foule, et pendant un instant suspendu, le monde autour d'eux sembla disparaître. Puis Sophie fit un pas en arrière, comme si elle s'apprêtait à fuir. « Attends-moi ici !» dit rapidement Gabrielle à Élodie, avant de sauter de l'estrade et de se frayer un chemin à travers la foule. Il atteignit l'endroit où Sophie se tenait, juste à temps pour la voir s'éloigner. « Sophie !» appela-t-il. « S'il te plaît, attends !» Elle s'arrêta, hésita, puis se retourna lentement. De près, Gabrielle pouvait voir les traces que les années avaient laissées sur son visage, non pas seulement le passage du temps, mais aussi des épreuves dont il ne pouvait que deviner la nature. « Je ne voulais pas perturber ce moment, » dit-elle doucement. « Je voulais juste la voir. »« Sophie, » murmura Gabrielle encore incrédule, « où étais-tu? Nous t'avons cherché partout. » Une ombre passa sur son visage. « C'est une longue histoire, Gabrielle. Une histoire que je ne suis pas sûr de vouloir raconter aujourd'hui. Tu as disparu pendant 5 ans, insista-t-il. Mathilde pensait que tu étais... » Il ne termina pas sa phrase, réalisant soudain ce que le retour de Sophie signifiait pour la vieille femme qui avait élevé Élodie. « Je sais, » dit Sophie avec une expression douloureuse. « J'ai lu les articles, j'ai vu les reportages. Ma mère qui élève ma fille dans un bidonville, puis toi qui découvres qu'Élodie est ta fille. C'est comme un conte de fées moderne. »« Pas tout à fait un conte de fées, » corrigea Gabrielle. « Les contes de fées ne parlent pas de chimiothérapie, de procès en diffamation ou d'adaptation difficile à une nouvelle école. » Un faible sourire apparut sur les lèvres de Sophie. « Non, ils sont trop simples pour la vie réelle. » Elle hésita puis ajouta. « Elle est magnifique, Gabrielle. Et son discours? J'étais si fier. Elle tient beaucoup de toi, répondit-il. Mathilde me l'a souvent dit. » À la mention de sa mère, les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Comment va-t-elle? Son état est stable pour l'instant, mais les médecins ne sont pas optimistes à long terme. Elle est ici aujourd'hui, Sophie. Elle voudrait te voir. » Sophie semblait déchirée,
comme si elle luttait contre des émotions contradictoires. « Je ne sais pas si je peux... Je ne sais pas si j'ai le droit de revenir dans vos vies après tout ce temps. »« Ce n'est pas à moi d'en juger, » dit doucement Gabrielle. « Mais il y a une petite fille là-bas qui a passé des années à dessiner des cartes avec des chemins menant à sa mère. Et une vieille dame qui regarde chaque soir les étoiles en pensant à sa fille disparue. » Ces mots semblèrent toucher Sophie au plus profond. Une larme coula sur sa joue qu'elle essuya rapidement. Puis, elle redressa les épaules, comme si elle prenait une décision difficile mais nécessaire. « D'accord, dit-elle finalement. Emmène-moi voir notre fille. » Ils revinrent ensemble vers l'estrade où la cérémonie officielle se poursuivait. Élodie les aperçut immédiatement et descendit les marches en courant, s'arrêtant à quelques pas de Sophie, soudain timide face à cette femme qu'elle ne connaissait que par des photos et des histoires. Sophie s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, des larmes coulant librement sur son visage maintenant. « Bonjour, Élodie, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je suis ta maman. » Élodie la regarda longuement, cherchant dans ses traits familiers et pourtant étrangers une confirmation de ce qu'elle savait déjà dans son cœur. « Je t'ai cherché, » dit-elle simplement. « J'ai fait des cartes pour te trouver. Je sais, ma chérie, je suis désolée d'avoir été partie si longtemps. » Un silence chargé d'émotions s'installa entre elles. Puis, lentement, Élodie porta la main à son cou et en retira un collier fait de capsules colorées enfilées sur une ficelle. Elle en détacha une capsule bleu turquoise, la plus belle, la plus rare, et la tendit à Sophie. « Tiens, dit-elle, c'est pour toi. Les bleus sont pour les chemins importants, ceux qui mènent aux rêves les plus chers. » Sophie prit la capsule dans sa main tremblante, comprenant la profondeur du geste. Ce n'était pas seulement un objet que lui offrait Élodie, c'était un pardon, une acceptation, une invitation à revenir dans sa vie. « Merci, » murmura-t-elle, serrant la capsule contre son cœur avant d'ouvrir ses bras. Élodie n'hésita qu'un instant avant de s'y blottir. Mère et fille s'étreignirent sous le regard ému de Gabrielle, tandis qu'autour d'elle, la cérémonie, les photographes, la foule, tout semblait s'effacer pour laisser place à ce moment de reconnexion parfaite. Plus tard, lorsqu'ils amenèrent Sophie auprès de Mathilde, les retrouvailles furent tout aussi émouvantes. La vieille femme, d'abord figée de stupeur, puis secouée de sanglots, serra sa fille dans ses bras avec une force que sa maladie semblait avoir momentanément suspendue. « Ma petite, répétait-elle, comme si ces simples mots pouvaient exprimer tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant ces années d'absence. Ce soir-là, dans la maison de Gabrielle, une nouvelle configuration familiale prenait forme, imparfaite, complexe, mais profondément authentique. Sophie raconta son histoire, comment, submergée par la dépression post-partum et la pression de la pauvreté, elle avait fui Paris pour la campagne, changeant d'identité, travaillant comme aide-soignante dans un petit village de Normandie. Comment la culpabilité l'avait rongée chaque jour, mais aussi comment la peur de ne pas être pardonnée l'avait empêchée de revenir. « J'ai suivi vos vies de loin, » expliqua-t-elle. « D'abord par de rares nouvelles que je glanais en revenant discrètement à Paris, puis par les journaux après l'incendie. Je n'avais pas le courage de me montrer jusqu'à aujourd'hui. Il y aurait des explications plus détaillées à donner, des relations à reconstruire, des blessures à guérir. Mais ce soir, assis tous ensemble dans le salon, Gabrielle comprit que le véritable miracle n'était pas qu'Élodie l'ait sauvée d'un incendie, ni même qu'elle se soit révélée être sa fille biologique. Le véritable miracle était cette capacité de l'amour à créer des connexions là où il n'y avait que des absences, à transformer des fragments brisés en une mosaïque nouvelle et belle. Alors qu'Élodie montrait à sa mère ses dernières créations, des cartes de plus en plus élaborées qui transformaient maintenant les capsules en véritables œuvres d'art, Gabrielle observait cette scène avec un sentiment de plénitude qu'il n'aurait jamais cru possible. Le premier centre, les capsules d'espoir, n'était que le début. Dans les années qui suivraient, des dizaines d'autres ouvriraient à travers la France, puis en Europe, offrant à des milliers d'enfants défavorisés un espace pour développer leur créativité et transformer leur vision du monde en réalité tangible. Mais pour Gabrielle Beaumont, l'homme qui avait autrefois défini le succès uniquement en termes financiers, la plus grande réussite de sa vie resterait toujours cette famille reconstruite contre toute attente. Cette famille née d'une nuit de feu et de courage, d'une ascension périlleuse qui l'avait menée non pas vers la destruction, mais vers une renaissance inattendue.